Coucou les abeilloux et les abeillouses, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors comme vous pouvez le constater, ce sera une vidéo de plus en intérieur parce que malheureusement le climat ne permet pas de mettre les mains dans les ruches. Là ce matin, moins 2 degrés, donc je pense qu'on n'atteindra pas les 7-8 degrés au grand maximum dans la journée. Donc ce n'est pas encore pour aujourd'hui une vidéo d'extérieur, mais bon ça va nous permettre de parler de sujets plus théoriques. Alors, je voulais revenir sur la fête du miel à Agen, qui se déroule ce week-end. Donc, nous serons présents avec l'abeille noire des Bastides du 47 ce samedi 31 janvier. Et donc, c'est à Agen, dans le 47, au parc des expositions. Venez nous voir, venez nombreux pour parler, échanger, discuter sur notre abeille noire endémique. Et puis, pourquoi pas, venez aussi goûter notre miel. Donc, si ça vous intéresse de venir échanger sur le sujet, on vous attend avec impatience et les plus nombreux possibles. Donc, sur ce petit aparté, j'ai un espèce d'alien qui est en train de se ronger les ongles derrière moi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Jack. C'est mon petit chien, voilà. Donc c'est pas un alien, c'est vraiment un chien. Bon, c'est un modèle spécial. Il est comme la patronne, il est un peu hors norme, mais en tout cas, c'est mon compagnon pour ces journées d'hiver. Et donc, je voudrais à présent vous parler des rennes. Et principalement du changement des rennes, parce que je m'indigne de plus en plus de voir que dans certains domaines, certains niveaux apicoles, de voir des apiculteurs changer de reine tous les ans. Ça devient complètement une usine à gaz. Je trouve ça bien dommage. Les rennes ne sont pas fichues au bout d'un an. Alors pour certaines hybrides qui entraînent de très fortes populations, qui pondent beaucoup, je sais qu'au bout de 2 ans, il y a une chute de la ponte. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous allons parler plutôt abeille noire. À savoir que la spermathèque de l'abeille noire, comme de certaines hybrides, fait le même volume, contient à peu près 8 millions de spermatozoïdes, si les fécondations se sont plus ou moins bien passées. Et donc après, c'est à la reine de gérer ces 8 millions de spermatozoïdes comme elle l'entend. C'est-à-dire que sur des colonies très denses, sur des sous-espèces d'abeilles qui pondent énormément, j'ai envie de dire, avec presque plus d'arrêt pendant l'hiver, il est évident qu'elles ne s'économisent pas et qu'elles vont être en arrêt de ponte, enfin elles vont être vides tout simplement beaucoup plus tôt qu'une abeille type abeille noire qui va savoir gérer sa ponte et qui va donc avoir de grands temps d'arrêt quand il y a disette ou pendant l'hiver, ce qui fait que nos reines noires vont vivre à peu près 1 an et demi de plus que la moyenne. On a très facilement des durées de vie en abeille noire de 3-4 ans avec encore de bonnes performances de ponte. Alors pourquoi changer moins souvent les reines? Je m'explique. L'abeille, la reine, tout au long de sa vie, va, elle va être comme nous, tout simplement. Si on veut la comparer à nous, on va faire un peu d'anthropomorphisme, même si c'est pas la meilleure chose, mais on va faire un peu d'anthropomorphisme et se rendre compte un peu de ce que serait notre vie en tant qu'être humain si on écourtait à tous et à toute notre vie à 20 ans, 25 ans, et juste le temps d'avoir des enfants et que eux-mêmes mourront à 20 ans ou à 25 ans et ainsi de suite. Ce qui va se passer, c'est tout simplement que on n'aura pas eu le temps d'apprendre la vie et d'avoir de nouvelles connaissances à transmettre. Chez l'abeille, alors on va pas parler d'expérience de vie ou autre, pas d'anthropomorphisme à ce point, mais quand même de se dire que nos reines, nos abeilles, tout au long de leur vie, quelque part apprennent, mais surtout leur système immunitaire, au fil du temps,
apprend à se défendre des différentes bactéries, des différents virus qu'elles peuvent croiser. Comme nous, tout au long de notre vie, on s'immunise. Hein. Si on prend le cas d'un enfant qui va attraper toutes les maladies possibles et imaginables dans ses premières années de vie, des bronchites et des grippes et toutes ces choses-là, et qui fait qu'au fil du temps, on en a de moins en moins parce qu'on s'immunise, c'est exactement pareil pour l'abeille, pour sa reine. Et donc, si on supprime des reines tous les ans, ce sont des reines qui n'ont pas le temps de transmettre cette immunité, on va dire, avec le temps, et surtout cette capacité d'adaptation qu'a l'abeille. Si on prend le cas d'une abeille noire qui va vivre assez facilement, c'est 3 voire même 4 ans, et j'en ai déjà eu même de 5 ans, cette abeille, ces reines, qui justement vont vivre plus vieilles que la normale, vont pouvoir s'immuniser, emmagasiner en elles des gènes qui vont faire qu'elles s'auto-immunisent. Elles s'auto-immunisent, pardon. Et donc ces reines-là, en fin de ponte, vont pouvoir transmettre une partie de ces qualités génétiques à leur descendance. Ce qui fait que l'abeille noire, par exemple, s'est adaptée au fil du temps à tout ce qu'elle a pu subir dû à son environnement changeant. Il est évident que ce sont des changements qui se sont faits sur des millénaires et donc elle a eu la capacité à s'adapter à tout ça. Là, c'est vrai que depuis 40 ans, 50 ans en apiculture, on lui en demande beaucoup, on lui en demande énormément. Après lui avoir modifié ses paysages, on l'a quand même infesté de beaucoup de produits, de pesticides. Le varroa, le frelon, et je crains un peu dans les années à venir, le petit coléoptère de la ruche, Aetina tumida, ce qui fait qu'on lui demande énormément de choses. On lui fait subir énormément de choses, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'elle a besoin de s'adapter, et que justement préserver nos reines, essayer de les garder le plus longtemps possible, fera que on pourra avoir une abeille qui, dans le temps, alors c'est peut-être pas sur du court terme, c'est peut-être pas pour notre génération, mais pour les générations futures, d'avoir une abeille qui saura de nouveau s'adapter à tous ces changements assez violents. Et je conseillerais donc euh, aux personnes qui s'interrogent sur le changement de reine à plutôt bien observer leur colonie, réellement observer ce qui se passe dans leur ruche avant de changer systématiquement des reines. C'est-à-dire que il est évident qu'on ne va pas laisser une reine qui commence à pondre du couvain, enfin à nous faire du couvain en mosaïque, ou avoir une grande chute de ponte. On ne va pas engager cette reine-là en hivernage. Il est évident que c'est une colonie qu'on retrouvera morte au printemps. Donc là n'est pas du tout le but de laisser faire la nature au point de perdre des colonies. Tout simplement de surveiller vos reines, et que si en deuxième année, en troisième année, pourquoi pas, elle est toujours aussi active et a toujours une aussi belle ponte, dans ce cas-là, pourquoi la changer systématiquement? Pourquoi justement pas profiter de cette reine qui va vivre un peu plus vieille que la moyenne, pour pouvoir la laisser aller jusqu'au bout et transmettre une descendance qui elle-même a peut-être des chances de quand même avoir une vie assez longue. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler du changement de reine, puisque je trouve qu'on est rendu à une ère quasi industrielle dans ce domaine. Ça fait peut-être le bonheur des personnes qui produisent des rennes. J'en produis moi-même, donc je me permets d'en parler, et surtout que pour euh, les exploitations d'un certain volume, les aides agrimaires, la PAC tout simplement, favorisent l'achat de ces rennes en remboursant une partie. Et c'est très bien, ça permet quand même, ça fait partie comment dire, du repeuplement du cheptel. C'est très bien, c'est une bonne aide aux apiculteurs, mais je pense qu'elle est utile si c'est fait avec raisonnement,
et que c'est pas, pour moi, ça n'est pas une raison pour changer les rennes tous les ans. On n'a quand même pas affaire à des machines, on a affaire à des êtres vivants. Et j'ai un peu l'impression qu'avec le temps, je suis un peu passé par là, hein, donc c'est la raison pour laquelle je me permets de le dire. C'est que on monte des exploitations, on part de pas grand-chose, et au fil du temps, on augmente le nombre de ruches, et au plus on augmente le nombre de ruches, et c'est-à-dire qu'au moment où on passe en professionnel, on se retrouve avec quand même des charges assez importantes à payer, et donc d'un coup, on est obligé de prendre en considération la finance. C'est comme ça, sinon on tient pas, on n'arrive pas à tenir une exploitation si on ne gère pas un minimum sa finance. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est mon cas, il arrive un moment où on perd un peu du plaisir qu'on a à aller aux abeilles parce que on a ce côté, on est tenu par ce côté financier, des remboursements de prêts ou tout simplement des cotisations, hein. Je peux vous dire tout simplement que en tant qu'apicultrice professionnelle, dès l'instant où on possède plus de 200 colonies, on doit même passer en chef d'exploitation vis-à-vis de la MSA. Et là, quel que soit le chiffre d'affaires et les bénéfices que vous allez pouvoir tirer de votre exploitation, que vous fassiez une très bonne année ou que vous ne gagnez rien du tout, en ce qui me concerne, les charges sociales et cotisations s'élèvent déjà à environ 6 500 € pour l'année, quel que soit le chiffre que je vais faire. Donc il est évident qu'en tant qu'apiculteur professionnel, on est aussi obligé de raisonner un peu financièrement. Et je trouve que c'est dommage puisque ça nous enlève un petit peu de ce côté comment dire, de cette vue de l'apiculture que nous avions tous au départ, quand l'abeille était avant tout une passion. Et c'est la raison pour laquelle je veux changer ma méthode d'apiculture et faire un grand bond en arrière sur mes méthodes. Ne pas... Avant tout, le but n'est pas de dire je ne travaille plus, je gagne plus rien, c'est pas ça. Le but est de continuer à travailler et de gagner ma vie, c'est tout à fait logique, mais surtout de dépenser moins, hein. Je trouve qu'il y a des postes énormes où on se laisse un peu aller en disant ben, on achète des cires, on achète des rennes, on achète tout finalement. Alors que si on prend le temps de laisser vivre la nature, si on prend le temps de respecter son rythme, eh bien il nous est tout à fait possible aussi de vivre correctement de l'apiculture, mais tout simplement en dépensant moins sur des postes qui peuvent être supprimés et de nouveau se faire plaisir auprès de nos ruches. Euh, je pense que si l'on veut perdurer dans le temps dans ce domaine, on peut pas passer à côté d'avoir toujours ce même plaisir quand on arrive dans un rucher. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est vrai qu'on a tendance à se laisser un peu aller, à se laisser emballer par la finance. Et c'est là où, je dirais, on prend de moins en moins de plaisir. Voilà, petit aparté sur les rennes. Alors, nous allons donc passer maintenant à une question-réponse. Question-réponse Alors, question de Patrice. Alors, Patrice qui est un Creusois, je l'ai dit corésien l'autre jour. Excuse-moi, Patrice. Tu es bien habitant de la Creuse et pas de la Corrèze. Patrice qui m'a posé une question sur les planchers Nico et notamment sur les plaques d'hivernage de ces planchers Nico. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc voici les planchers Nico, on les trouve un peu partout maintenant, hein, la majorité des ruches en sont équipées. Et on a aussi ce petit plateau que l'on vient glisser en dessous en plaque d'hivernage. Et donc Patrice m'a demandé quand est-ce qu'on était censé mettre ce plateau. Alors pour beaucoup d'apiculteurs, ils posent ce plateau dès que les températures froides arrivent. En ce qui me concerne, je suis plutôt à laisser les colonies sans rien pendant toute la période froide.
Alors, je m'explique. On peut se le permettre quand on a une abeille qui consomme peu pendant l'hiver. C'est vrai que si on a une abeille des colonies qui hivernent sur beaucoup, beaucoup d'abeilles et qui consomment beaucoup, mais c'est toujours une isolation, c'est toujours un isolant, et ça permet quand même à la colonie d'être un peu plus au chaud et de moins consommer de miel. Moi, en ce qui me concerne, je ne pose ces plaques-là que à cette époque-ci. C'est-à-dire que pendant toute la période froide, je préfère que la colonie soit au frais, que la reine ne soit pas coupée du monde extérieur, parce que je vois de plus en plus des façons de faire en apiculture avec des couvertures, on calfeutre la ruche de partout. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est les colonies d'abeilles ne prennent pas froid. On peut avoir des -20, -25 degrés. Je n'ai jamais perdu de colonies à des températures pareilles. Par contre, l'humidité, c'est vraiment l'ennemi de la ruche. Et donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas du tout calfeutrer des colonies qui vont condenser, où on a de l'eau un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle je ne mets pas de trappe pendant la période froide, afin que la colonie et sa reine sachent exactement où on en est à l'extérieur, de ne pas biaiser, ne pas calfeutrer les colonies plein pot, et qu'au moment où elles sortent pour faire un vol comment dire, l'envol de nettoyage, ne pas se retrouver avec du gel dehors directement, qu'elle soit surprise par cet écart de température, et surtout que la reine puisse savoir que la température extérieure est froide et arrêter sa ponte. Ce qui fait que les traitements varrois se feront plus efficaces s'il n'y a pas de couvain à l'intérieur. Si on calfeutre trop une colonie, eh bien la reine continue de pondre comme si rien n'était, continue à consommer, la colonie continue à consommer énormément de réserves. Donc c'est la raison pour laquelle je ne mets pas mes planchers pendant la période réellement froide. Je vais les poser à partir de maintenant. Alors tout dépend de la région où se situe aussi, hein. Donc nous ici en Dordogne, là cette année est un peu plus fraîche que d'habitude, mais dès la mi-janvier, fin janvier, très très souvent on a des reprises de ponte. On va dire qu'au 15 février, quasiment toutes les colonies ont repris à pondre. Après tout dépend du secteur où on se situe. Et c'est justement ce moment-là où je vais mettre ma plaque de fond, puisque là, à partir de ce moment-là, mon traitement varrois a forcément été effectué. Et donc, je vais calfeutrer un peu le bas de la ruche afin que le couvain soit au chaud, que les reines se remettent à la ponte et que tout ça puisse bien se tenir pour un redémarrage printanier. Moi personnellement, alors celle-ci est neuve, cette plaque-là est neuve. Personnellement, je vais y faire 4 petits trous dans les angles. Alors à savoir que ces plaques-là, naturellement, ont tendance à bomber un peu au milieu. Et donc je vais faire 4 petits trous aux angles. Pas des trous énormes, je crois des trous de 6 mm, des trous qui sont suffisamment grands pour qu'il ne soit pas bouché au moindre petit débris de cire, mais par contre que l'eau puisse s'écouler, hein, puisque les ruches condensant, il est assez courant sur les belles colonies, sur les colonies assez fortes, de retrouver de l'eau sur ces planchers. C'est ce qu'il y a de pire pour une colonie, c'est que toute cette eau remonte dans la ruche, et c'est vraiment le pire ennemi de la colonie, c'est vraiment l'humidité et non le froid. Donc c'est la raison pour laquelle je vais remettre mes planchers que au mois de janvier, fin mi-janvier, février. Et cette année, ce sera plutôt en février, étant donné que la météo est encore bien fraîche et que j'ai effectué mon traitement varrois au 15 janvier et non entre le 15 et le 30 décembre, comme habituellement. Concernant le varroa maintenant, justement, alors j'ai un peu peur que mon traitement de lanière, qui a été effectué en août-septembre, ait été peu efficace cette année. Donc je ne vais pas citer le nom, puisque ça n'est pas... peut-être que d'autres personnes ont d'autres résultats avec ce même traitement, mais il s'agit d'un traitement lanière avec AMM, et qui pour moi a été très peu efficace. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des collègues qui m'ont dit à peu près la même chose. Alors inefficace tout simplement parce que
au moment de la pose de ces lanières, j'y ai posé les planchers pendant une petite semaine quand même pour voir un peu ce qui s'y passait. Il est tombé très peu de varroa, et donc on aurait un peu tendance à croire sur parole le traitement et à dire, ben, puisqu'il n'y a pas de varroa à tomber, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de varroa dans ma colonie. Je suis resté quand même méfiante sur le sujet. J'ai réenlevé mes fonds de ruche pas bien longtemps après. Et il se trouve là qu'après le traitement acide oxalique du 15 janvier, j'ai replacé quelques plateaux pour pouvoir voir. Et là, je peux vous assurer qu'il est tombé du varroa. Alors, à plus ou moins grand nombre, selon la colonie, selon aussi le volume occupé dans la ruche, mais qu'il est tombé quand même pas mal de varroa. Donc, suite à ce traitement, ce qui me permet quand même d'avancer que mon traitement à lanière n'a pas été suffisamment efficace et que mon traitement hivernal acide oxalique, heureusement que j'y ai procédé. Donc je voulais vous le dire un peu dans cette vidéo. Surveillez bien, comptez bien vos varrois, regardez bien sur vos plaques, parce que malheureusement on ne peut pas compter à 100% sur les lanières si vous avez opté pour un traitement conventionnel. Euh, on ne peut pas se fier à fond là-dessus. Le comptage varroa reste très important. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, il y a encore temps. En moins vraiment d'être dans le sud-est où tout a déjà redémarré, mais j'ai envie de dire que les trois quarts du secteur français nous permettent encore de traiter à l'acide oxalique aujourd'hui. Et quand bien même il y aurait une reprise de ponte de la reine, ça permettrait déjà quand même de faire chuter tous les varrois phorétiques, tout ça. Parce qu'à savoir que l'infestation devait être assez importante pour qu'il y ait des chutes pareilles donc au mois de janvier. Donc comptez vos varrois, c'est un gros conseil que je vous donne. Ça permettra d'éviter de voir les colonies redémarrer et s'affaisser dès le mois de mars. Surtout qu'il est encore grand temps de le faire. À savoir qu'à cette époque-ci, les traitements passés, les colonies vont à peine redémarrer leur ponte. On ne doit pas trouver plus d'un varroa sur le plateau par jour. Alors ça peut se vérifier. Donc chacun a sa technique. Hein. On peut, au moment où on pourra ouvrir les colonies, on pourra faire des comptages au sucre glace, au CO2. Mais à cette époque-ci, ne pouvant pas ouvrir les ruches, on ne peut se fier que ceux qui tombent sur le plancher. Donc pour ceux qui ont des planchers comme ça avec des fonds Nico, bah, c'est pas un souci, hein, ça vous permet de vite faire le contrôle. Vous pouvez, si vous voulez faire un comptage très sérieux, vous pouvez y mettre un peu de graisse alimentaire, type graisse à traire, ou vaseline, ou un peu d'huile, une fine pellicule d'huile, ce qui fait que les varrois qui vont tomber vont forcément rester à cet emplacement. Faites d'ailleurs bien attention sur le comptage varrois sur les plaques. À cette époque-ci, c'est assez fiable. Par contre, à la belle saison, printemps-été, méfiez-vous parce que vous pouvez très bien ne pas voir de varroa sur vos plaques. Et si vous avez des fourmis à côté ou autres insectes, sachez qu'elles en sont friandes. Et donc, vous pouvez très bien penser que vous n'avez pas de varroa alors qu'elles viennent un peu au supermarché tous les jours les ramasser pour les manger. Donc, vous pouvez faire ce comptage, à savoir que dès l'instant où vous avez plus d'un varroa qui tombe par jour, méfiance. À partir de 3 varrois à tomber par jour, c'est que votre colonie est déjà infestée et qu'il est temps d'agir. Si vous n'avez pas de hausse, vous pouvez toujours tenter un traitement flash, type acide oxalique ou autre, mais un traitement flash afin d'abaisser le taux de varrois, le taux d'infestation que vous avez déjà dans vos colonies. Si vous vous retrouvez au mois de mars avec des chutes de varrois de plus de 3, ça veut dire qu'au mois de juin, juillet, votre colonie sera infestée, sera pourrie de varroa. Donc si vous arrivez à un nombre de 5 varrois et que vous n'avez pas de hausse sur vos colonies à ce moment-là, n'hésitez pas à traiter, à faire un traitement flash, c'est que votre colonie est déjà assez infestée. Si vous avez déjà, si vous avez des chutes de 5 varrois et plus par jour, mais que vous avez vos hausses, eh bien dans ce cas-là, il vous faudra, si votre colonie paraît extérieurement en forme, elle doit l'être, puisque vous avez posé des hausses, c'est qu'elle était suffisamment importante pour le faire, mais dans ce cas-là, il faudra très rapidement, après avoir enlevé les hausses, procéder à un traitement. C'est hyper important.
Voilà, donc en ce qui concerne le varroa, ça c'est fait. J'aimerais aussi vous parler, autre question de Patrice, de vous parler du Cordy, puisqu'il m'a posé cette question, il m'a dit, bah, tiens Jeanne, au fait, quand les colonies ont des réserves de miel et de pollen dans leur ruche et qu'on leur pose un pain de Candy, sur quoi elles vont aller? Alors tout dépend du type d'abeilles qu'on a. Alors selon la race d'abeilles, ça va être variable. Et aussi, ben, après, j'ai envie de dire que chaque colonie a plus ou moins son caractère et ses appétences pour certains produits. Il est évident que si le candy est posé à même la grappe tout au-dessus, c'est quand même une grande facilité pour elle que de l'ingérer directement. À savoir que le candy n'est pas stocké dans la ruche, il est consommé en direct. Quand on vient mettre du sirop en septembre, octobre ou à tout autre moment dans la colonie, si ce sirop est distribué en assez grand volume, il va être stocké. Par contre, le cordyne n'est jamais stocké dans les alvéoles, c'est en consommation directe. Donc j'ai envie de dire que dans tous les cas, elles vont avoir quand même tendance à taper dans le candy avant les réserves, surtout si ces réserves se situent un petit peu plus loin sur les extrémités dans la ruche. Maintenant, si on prend le cas de la noire, hein, je parle d'une abeille que je connais bien, vous pouvez, quand si l'abeille noire a un stock de pollen et de miel suffisamment conséquent dans le corps, vous pouvez mettre, même à n'importe quel moment de l'année, un peu de sirop dans votre nourrisseur, elle n'y touchera pas. C'est pas une abeille du tout qui est attirée par le sirop. Elle va continuer de consommer son miel et son pollen. C'est vraiment une abeille rustique qui n'a pas trop envie de prendre ce qui vient de l'extérieur. Je pense que c'est imprimé dans son caractère depuis des milliers d'années et elle va savoir aller taper dans ses réserves si réellement elle n'avait plus rien. Mais bon, c'est pas quelque chose c'est pas une question qui se pose en général en abeille noire. Donc voilà, Patrice, j'espère avoir répondu à ta question. Cette vidéo est à présent terminée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres sujets. Apparemment, on aurait des températures qui pourraient monter dans les 14-15 degrés la semaine prochaine. Je croise les doigts. Tout dépend si quand on a 14 degrés ou 15 degrés, il ne se met pas à pleuvoir de nouveau. On verra bien. En tous les cas, j'ai plein de sujets sous le coude. Tiens, j'ai un petit commentaire de Marc qui m'a parlé justement des cires. Hein, quand je vous ai parlé l'autre jour de tourner avec juste des amorces de cire. Alors Marc m'a dit, lui, qu'il procédait de la façon suivante, c'est qu'il récupérait des réglettes de bois comme on trouve sur les cagettes, de fines réglettes de bois, qu'il les trempait dans la cire et qu'il les enfonçait dans la rainure des cadres, et c'est ce qui lui servait d'amorce. Donc comme il m'a parlé de sa façon de faire, je voulais aussi vous l'exposer. Après à vous d'essayer de voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas, pour ceux qui sont suffisamment proches, de venir nous retrouver à la fête du miel, donc à Agen, ce samedi 31 janvier 2026. Venez nombreux, j'ai hâte de vous retrouver et de pouvoir échanger avec vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. J'ai plein d'autres sujets qui m'intéressent et j'ai envie d'échanger avec vous. Gros bisous, bye bye, à bientôt.